Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Force Pingouin, divulgation et vérité. Euh, je vous prie de m'excuser parce que j'étais chez mes grands-parents, d'où l'heure tardive, mais on ne change pas, même si c'est un jour férié, il y a toujours une émission. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on fait une émission sur l'Agatha et j'ai le plaisir d'avoir un invité et un ami que je connais. Donc salut Gis, Salut, salut. salut, ça va bien? Salut Nicolas, ouais, ça va bien. Nickel. Donc du coup, voilà. Alors, le sujet aujourd'hui, on va traiter l'Agartha. Hein. Tout l'Agartha, son rôle, qu'est-ce que c'est l'Agartha, pourquoi c'est là et qui habite dedans. Pour certains qui connaissent, justement, ça va être très intéressant. Donc du coup, le truc étant que l'Agartha, à la base, n'est pas du tout en rapport avec la Terre creuse, on va parler essentiellement pour vraiment que vous suivez, la caverne, tout ce qui est les grottes, etc. Et après, on va aussi dire les lieux où ça se trouve, etc. Euh, Bien sûr, tout ça sera fait. Du coup, pour vraiment parler de l'Agartha, pour lancer le sujet, qu'est-ce que c'est l'Agartha? Alors, l'Agartha, c'est un mot qui a été donné, en fait. Ça s'appelle pas Agartha comme ça parce que bon, c'est comme ça que ça s'est appelé et puis pas autre chose. Non, parce qu'en fait, ça, bon, bah, comme tout mot, il y a des racines, littérature, etc. C'est un mot indien aussi, hein, faut le savoir. Et du coup, en fait, l'Agartha, ça, c'est quoi? C'est tout le réseau, d'où en lien avec les cavernes, parce que toutes les grottes souterraines, les petits chemins, les galeries souterraines, etc., ça fait partie de l'Agartha. Naturel, c'est naturel bien sûr. C'est la Terre qui a fait ça naturellement. Hein. Je tiens à préciser, c'est pas artificiel parce on a mis des mines et puis après on a prélevé du charbon. Pas du tout, c'est tout à fait naturel. Donc voilà le topo. Gis, toi en plus tu t'y connais bien en Agartha, tu veux nous en parler un petit peu? Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Pour vous dire que l'Agartha, si vous recherchez, vous allez trouver plusieurs sources d'informations. Dans les sources d'informations, je vais en citer quelques-unes. Une des sources, ça peut venir de Bernard de Montréal, qui en a parlé. Ça peut venir également, alors Bernard de Montréal, pour venir sur cette source-là, il a parlé que avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le gouvernement allemand a cherché à rentrer en contact avec les populations de l'Agartha, justement. Donc ça, il faut savoir que dans c'est une civilisation, l'Agartha en fait, en son sein, habite une population très avancée technologiquement et spirituellement. Voilà. Donc ça, c'est une chose, une des sources, donc à creuser avec Bernard de Montréal, puisque là, Bernard, il parlait également dans d'une conférence sur les maîtres du monde, et il expliquait un peu l'Agartha et aussi Shambhala. On pourra revenir après sur Shambhala, mais restons sur l'Agartha. Ensuite, il faut savoir que pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu avancés, qui ont fait des recherches, il y a également donc la civilisation de Mu. Après, il y a eu la civilisation des Atlantes. Et la civilisation des Atlantes, eux, ils avaient plutôt je dirais, un caractère martial. Donc, ils sont rentrés en guerre avec la civilisation de Mu et aussi en guerre entre eux. Et ce qui fait qu'il y a eu des catastrophes. Cette guerre a causé des catastrophes au niveau planétaire. Et les civilisations très avancées, spirituellement et technologiquement, aussi bien des Lémuriens et des Atlantes, se sont réfugiés donc sous la terre. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire de l'Agartha. Ensuite, effectivement, il y a une autre source que vous pourrez vérifier également, qui est une source très très récente. Hein, ça concerne la découverte du mont de Busedji. Et donc, il y a des livres qui sont sortis. Hein, donc, ça se passe en Roumanie. Et effectivement, il semblerait que dans le mont de Busedji,
il a, il a été découvert à l'intérieur de cette montagne de Museji un centre technologique très très avancé, donc laissé par une civilisation très très avancée. Et il semblerait que visiblement les forces de l'OTAN, enfin les autorités aient mis la main sur cette, et le gouvernement roumain également, hein, ait mis la main sur cette technologie et que ça ramènerait à des couloirs énergétiques qui se connecteraient avec des portails qui sont également en Irak et également connectés à l'Agartha. Donc il faut savoir qu'il y a des vortex et des couloirs qui relient différents points du globe sous la Terre. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire et on pourra continuer à développer. Il y a eu également le cas les rapports de l'amiral Byrd, également, hein, qui n'ont pas été divulgués, parce que c'était classé, son rapport était classé confidentiel, secret, voilà, défense, tout ça. Et ce n'est que, voilà, après des années que ça a été divulgué. Donc, pour ma part, j'en connais, et tu confirmeras, Nicolas, tu compléteras, hein, pour ma part, je connais 3 sources où on peut avoir des informations sur l'Agartha. Il y a la source Bernard de Montréal, donc ça, vous pouvez trouver la conférence sur Internet. Il y a le mont Boussédji, et là, il faudrait retrouver le nom de la personne enfin, des livres qui ont été écrits sur le mont Boussédji. Et il y a, comment dire, les sources. Bon, je pense qu'il faudrait se rapprocher soit des conférences d'Edgar Cayce ou d'autres qui parlent de la Lémurie, des Atlantes. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, chaque être humain a possibilité, dans son cœur et par esprit, de se connecter à nos frères de l'Agartha. Et ils peuvent nous aider à traverser cette transition planétaire. Ils peuvent nous aider je dirais, à mieux nous connaître nous-mêmes. Et par exemple, je peux donner un exemple, hein, simplement, si vous suivez également les travaux de Yann Lipnik, il donne des codes d'activation et il dit bien que ces codes d'activation sont donnés par des gens de l'Agartha, par exemple. Voilà, pour activer les chakras, pour neutraliser, etc., pour nettoyer des lieux, tout ça. Voilà, Nicolas, bah, écoute, j'ai brassé large, hein, et après on peut en revenir. Comment dire, j'ai essayé d'élargir un peu l'horizon de toutes les sources qu'on peut avoir sur l'Agartha. Peut-être qu'il y en aura d'autres et d'autres auditeurs pourraient peut-être également nous donner des compléments d'information. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Gis pour toutes ces informations. Alors oui, comme il l'a dit, vous pouvez trouver tout ça sur Internet facilement. Vous tapez simplement Agartha, réseau Agartha. Et puis du coup, bah, vous trouverez tout, l'amiral Byrd, justement les lieux qu'on va justement vous dire, le réseau, une des cartes, etc., etc. Donc vous aurez un peu de tout. Même les nazis, hein, même les nazis, ils ont fait des cartes exprès justement avec des pics sismiques, etc. Bah, bien sûr à la Terre. Il faut prendre en compte que le réseau Agartha, vu que c'est dans la Terre, c'est un réseau de cavernes, un réseau de galeries. Voilà. Du coup, pour avoir de l'éclairage, parce que bon, comme on se dit sous la Terre, forcément, c'est la même chose que les mines. Il faut avoir de l'éclairage parce que on n'a pas une lumière, il n'y a pas du tout du jour. Tu connais que la nuit, donc il faut mettre des lampes, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Alors justement, pour préciser, et là, ça va peut-être mettre un petit peu de monde étonnant, mais il faut savoir que dans la nature est encore belle, hein. Dans la nature, il y a des pierres qui font luminescent. J'explique. Vous avez dans la nature une espèce, un être vivant, un insecte, qui s'appelle luciole. D'accord. Cette luciole a permis, grâce à son corps, d'avoir une lumière, donc du coup d'éclairer, malgré le noir complet, hein, voilà. Et bah, du coup, c'est la même chose pour les roches. Vous avez une roche qui est répertoriée, bien sûr, dans la liste des roches connues sur Terre. Et c'est une roche particulière. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est proche du mot luciole, hein. Mais c'est une particularité que du coup, c'est un mélange de plein de trucs de soufre, un truc comme ça. Et du coup, ça fait que cette pierre, naturellement, eh ben, donne de l'éclairage. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui émet de la lumière.
Hein? Donc, et puis bon, après, c'est pas une pierre, hein, c'est tout un réseau de galeries assez profond. Hein, c'est pas non plus un truc à 4 kilomètres. Il faut au minimum aller à 15 kilomètres de profondeur pour réussir déjà à gratter un petit peu de cette pierre. Ensuite, vous avez aussi la technologie très avancée, ultra avancée. C'est, voilà, comme il l'a dit, Gis, vous avez les Lémuriens, vous avez les Arthuriens, vous avez les Atlantes, vous avez les Pléiades, vous avez énormément de civilisations. En moyenne, au niveau de la densité, ils sont en huitième densité. Ils ont des trucs ultra avancés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, justement, poncier à faire des centrales nucléaires, à faire comme nous on existe. Hop, il faut un petit bloc, un carré, tout petit comme mon ongle là, et c'est bon, ils ont toute l'électricité pour 3000 ans. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs ultra avancés. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de la nourriture, ils ont leur maison, ils ont des salles de bain, ils ont tout ce qu'il faut. C'est le top du top. Et du coup, eh ben, ils ont le jour, mais pas grâce à un soleil, parce qu'il n'y a pas de soleil au centre. Au centre, il y a de la lave, parce qu'il y a le volcan. Mais il n'y a pas de soleil. Parce qu'il n'y a pas de. La Terre creuse, elle n'existe pas. Dire que la Terre est creuse, ça veut dire que dans la Terre, il n'y a pas de noyau. Donc, comment tu veux extraire de la lave? Déjà. Puis ensuite, comme j'ai expliqué, il y a des pierres. C'est répertorié dans la liste des études spécialisées en pierres, où il y a une pierre, une roche, qui, grâce à son minerai ou sa composition naturelle, émet de la lumière toute seule, comme une luciole. Et du coup, bah, vous multipliez ça par 10 000, et puis ça vous fait carrément comme une grosse pièce allumée, comme si vous étiez en plein jour, là, à côté du soleil, alors que vous êtes sous terre, tout simplement. Voilà, alors il y a vraiment plein de choses. Hein, et puis il y a aussi l'effet gravitationnel. Ah oui, parce que comme on n'est pas loin du noyau terrestre, donc la gravité est un peu plus légère. Il ne faut pas se leurrer. Elle est un peu plus légère. Pourquoi? Parce que alors là, vous avez une gravité à la surface qui est quand même assez lourde, qui est bien, qui est très bien pour l'homme, mais techniquement, elle est assez lourde. Sur Mars, elle est un peu plus légère. Sur Vénus, c'est hyper léger. Là, c'est lourd. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, eh ben vous vous dites, attends, si on rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se rapproche du noyau, donc on doit avoir plus de pression, plus de gravité. Faux! Pourquoi? C'est la même chose. Eh ben tout simplement parce que la gravité, elle n'est pas mise en pression. Vu que c'est des cavernes, il y a des roches, il y a du pétrole dedans, parce qu'il y a des ressources naturelles, pétrole, du gaz et tout, c'est un concentré massif qui fait que ça bouge pas tant que ça, en fait, la gravité et la pression. Je dis pas, je dis pas que c'est complètement identique, hein. Je dis que ça bouge pas trop, d'accord? Au niveau du pascal, ça doit varier de 20 à 40 pascal de plus ou de moins, mais c'est assez stable pour créer un bon écosystème qui soit pratiquement, je dis bien pratiquement, identique à celui qu'on connaît sur la surface. Voilà. Et puis le réseau Agartha, il est hyper grand. Quand vous allez par exemple dans une grotte, on prend la grotte de Lascaux, hein, la grotte la plus connue de France. Et ben dans la grotte de Lascaux, c'est d'énormes galeries naturelles, bien sûr, construites par l'eau. Et oui, parce que les stalactites. Et du coup, eh ben, tellement que la nature a bien fait les choses, il y a une grosse galerie. On pourrait construire une maison dedans, même une chapelle, des fois. Et plus que vous allez en profondeur, plus que vous sentez rien du tout. C'est pareil en fait. Vous n'avez pas d'étouffement à cause d'une pression parce que c'est sous la terre, ou vous n'avez pas les yeux parce que bon, il y a des lampes, hein, faut pas se lâcher, faut pas se leurrer, il y a des lampes parce qu'on n'a pas creusé assez profond, ou vous n'avez pas tu sais, vous n'avez pas une pression de l'air parce que vous avez pratiquement le même air. En plus, à température ambiante, donc l'été et l'hiver, ils connaissent pas là-bas. Ils ont tout le temps la même température vu que c'est sous terre, donc c'est gardé au chaud. Hein, c'est le même système que le lit. Hein, quand tu te mets dans le lit, bah, ça garde une certaine température stable. Puis après, quand tu t'enlèves du lit, bon bah après, hein, la température s'en va. Là, c'est la même chose. Hein, c'est tant que tu restes dans la grotte et sous la terre, ça maintient une température stable. Donc voilà, il y a vraiment pas grand-chose qui change. Après, bon, bah, il y a énormément de civilisations. Vous pouvez, comme l'a dit Gis, rentrer en contact direct. En plus, c'est super parce qu'il y a les arbres.
Donc c'est encore plus facile. Et du coup, grâce à vos capacités, à ce que l'humain a comme capacité, vous Oui, pouvez créer. si tu permets, Oui, oui, je pourrais te dire que l'être humain, c'est un être multidimensionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il a son corps physique et il a d'autres corps. Il a des corps astrales, éthériques, etc. Ce qui est très bien expliqué par Bernard de Montréal, je reviens encore, bon, c'est une des références, hein, qui parlait déjà de tout ça dans les années 80, et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Hein, donc voilà, donc on peut se baser sur Bernard. Et ensuite, aujourd'hui, donc on peut faire des appels. Donc, j'ai parlé de Yann Lipnik, mais il y a aussi une personne qui s'appelle Nathalie Shintanavich, qui a écrit des ouvrages. Il y a une infirmière qui a écrit également dans les années 80, c'est une américaine qui s'appelle Aurelia Jones, et elle aurait rencontré un Agarthien, ça sera un prêtre qui s'appelle Adama, voilà. Donc elle a écrit des bouquins également là-dessus, où il y a des appels, c'est-à-dire qu'on peut faire des appels. Soit Aurala John, elle donne des formules, ou soit Nathalie Chintanavich, elle donne également des formules. Par exemple, une formule très simple, hein, pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas le donner ici, mais pour ceux que ça intéresse, il y a des formules qui sont disponibles et des codes disponibles euh, qui permettent effectivement de contacter sa partie de nous-mêmes, notre partie de nous-mêmes, parce que comme on est des personnalités multidimensionnelles, donc on a une partie de nous-mêmes qui vit dans la Gartha, on a une partie de nous-mêmes qui vit dans les étoiles, seulement on ne le sait pas, on n'est pas connecté avec. Mais on peut, avec cette partie de nous-mêmes, on peut rentrer en contact avec ces civilisations avancées. Et c'est comme ça, peut-être qu'on va vers une nouvelle humanité, c'est-à-dire qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont faire des nouvelles trouvailles, des nouvelles inventions, etc., etc., parce qu'ils vont contacter qui ils sont vraiment et ils vont ramener à la surface de la planète d'une nouvelle sagesse et de nouvelles connaissances. Merci de m'avoir écouté. exactement. Et puis, comme tu l'as très bien dit, il y a énormément de choses là-dedans. D'ailleurs, c'est ce que les spéologues, quand les mois et les années qui passent, et ben, ils n'arrêtent pas de creuser et d'en trouver encore plus. Parce que voilà, ils sont à fond dans tout ce qui est les grottes et tout, et ils trouvent encore plus de choses intéressantes. Même des fois, ils prennent juste une petite pierre, hop, la pioche, et ça mène sur un débouché énorme, énorme, sur un truc incroyable. Donc voilà, c'est c'est tout ça, c'est un réseau de grottes, un réseau de cavernes. Alors, Tout- tu parlais d'un réseau de cavernes, je me posais également la question concernant le réseau de pyramides, parce qu'en fait, on a des pyramides un peu partout sur le globe. On a des pyramides en Bosnie, on a des pyramides en Égypte, on a des pyramides au Mexique, j'en ai visité, il y a des pyramides en Chine. On peut se demander également si c'est pas en relation avec cette population de l'Agartha, qui aurait fait ces pyramides pour stabiliser la planète. Parce que quand on lit les ouvrages sur le mont Butseji, on comprend, bon, je fais court, hein, mais on comprend que à un moment on a une explication, on nous dit que s'il n'y avait pas les pyramides, peut-être qu'avec les cataclysmes qui se sont succédés, peut-être qu'une bonne partie de l'Europe serait inondée aujourd'hui. Alors peut-être que les pyramides ont un rôle effectivement de stabilisateur des forces cosmotelluriques. Peut-être. Bah, en fait, justement, tu m'as bien complété là-dessus. Les pyramides, en fait, certaines, pas toutes, mais il y en a certaines, notamment la plus connue en Égypte, qui sont en partie reliées à la Carta par des réseaux souterrains que vous connaissez très bien, qu'on appelle tout simplement des tunnels, hein. Comme vous creusez la cave pour aller d'un point ou un autre, ou même sur la route, etc. Il y a certaines pyramides, mais pas toutes. Alors après, j'ai recherché justement par rapport, tu fais bien de le dire par rapport aux pyramides. Alors c'est vrai, les pyramides, ils ont une multifonction. Super, parce qu'on sait très bien, bon, les pyramides, c'est l'électricité, c'est le truc super bien, c'est un temple, voilà, tu te ressources là-dedans, c'est super. Mais du coup, on pourrait se demander si c'est pas un arbre pour la planète, parce qu'en effet, tu as raison là-dessus, Gis. Il y a une étude qui a été faite, alors c'est pas répandu à mort, hein, si vous trouvez, vous avez vraiment de la chance. C'est un rapport qui a été fait où on voit une pyramide. En Europe, pas celle de Bosnie, c'est encore une autre, je sais plus où elle est exactement, au Danemark ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, ça fait comme une montagne. Ça fait qu'en fait, l'eau a une résistance face à la pyramide.
Alors c'est un truc de fou, on pourrait se le dire comme ça, c'est vrai. Mais après, il faut encore plus détailler, plus creuser là-dedans, à voir s'ils n'ont pas mis des trucs sous la pyramide ou aux abords, enfin même le composant avec la pierre, etc. Mais en effet, c'est vrai que certaines pyramides jouent un rôle particulier comme un arbre en fait. C'est assez intriguant et assez intéressant tout ça. Et voilà un peu sur tout ça, l'Agartha. T'as d'autres choses à te dire là-dessus, Gis? Oui, c'est que nous vivons, je pense, nous sommes déjà en fin de cycle et nous avons une transition planétaire en cours. Il faut savoir que il y aura aujourd'hui, il y a des éclipses, il y a des événements, il y a des éphémérides au niveau du positionnement des astres. Donc, il y aura des éclipses solaires, il y aura des éruptions solaires, enfin, il y aura on attend des événements cosmotelluriques importants. Et ben, c'est à chacun de nous de se préparer, je dirais, spirituellement, énergétiquement, pour justement faire l'alliance avec les peuples des étoiles et les peuples de l'Agartha, qui veulent bien nous aider à justement à traverser cette période-là, qui risque d'être assez mouvementée. Je dirais le sujet, c'est un sujet aujourd'hui qui est un sujet important parce que tout un chacun a le droit de savoir. Même si tout est fait dans notre société pour nous ramener dans une vie où on va passer le temps dans un cycle métro, boulot, dodo, faire les courses, aller au cinéma, etc. Le moment est venu pour avoir une ouverture d'esprit, pour prendre conscience de véritablement qui on est et de notre véritable rôle à la surface de cette planète, et de manière à ce qu'on puisse nous réapproprier notre savoir, notre pouvoir, pour continuer à exister sur la surface de la planète, pour qu'on n'ait pas à subir le même sort que les Lémuriens et les autres par le passé, qui étaient obligés d'aller se réfugier sous la terre, comme aujourd'hui sur l'Agartha. Nous, effectivement, on a ce devoir et ce pouvoir de se réapproprier du savoir ancien, de fusionner avec nos corps, nos doubles cosmiques, nos doubles éthériques, astrales, etc., de fusionner avec et de reprendre vraiment notre souveraineté pour l'avènement je dirais, d'une nouvelle race d'êtres humains. Cette nouvelle race d'êtres humains, elle est ni noire, ni jaune, ni blanche, etc. C'est une race d'élévation de conscience, d'expansion de conscience. C'est ça en fait, tout est sur le niveau vibratoire et le taux vibratoire. Donc en fait, du coup, comme l'a très bien expliqué notre ami, euh, pour les éclipses qui vont y avoir, parce que le 21 août, c'est une date super intéressante et importante parce que l'éclipse solaire, et du coup, en fait, plus vous allez monter en taux vibratoire, moins vous allez avoir de souffrance et de dégâts. Très important aussi. Parce que, comme vous le savez, résonance de Schumann, la Terre augmente de vibration. Mais elle augmente tout le monde. Donc c'est la masse. Donc tout le monde s'élève un peu vers le haut. Donc plus ou moins, hein, tu en as toujours qui sont pas trop élevés, mais qui vont bientôt à chacun son rythme, bien sûr. Et puis en fait, plus que tu vas t'élever en vibration, moins que tu vas avoir de souffrance, de dégâts, tu vas être plus facile à gérer le truc, etc. Et en même temps, au niveau du taux des énergies, c'est très intéressant. Quand tu vas avoir des éruptions solaires, des éclipses solaires et tout, et ben, ça peut te faire à ton avantage également. Ça peut te faire à ton avantage Oui, grâce au taux vibratoire. si tu permets, Nicolas, Bien sûr. juste pour rajouter, pour expliquer un peu, pour que ce soit plus clair dans la tête de nos auditeurs, il a été montré par des groupes de recherche qui sont pas très connus, mais qui existent aujourd'hui, que chaque fois qu'il y a une éclipse, chaque fois que l'ombre de l'éclipse traverse une faille cosmotellurique, et bien à ce moment-là, là, ça réactive en fait ça réactive un phénomène, soit de tremblement de terre, soit de tempête, etc. Donc ça a été montré par un groupe de recherche. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'attendre effectivement pour la prochaine éclipse. Cette éclipse, elle va passer sur une faille importante, parce qu'elle va passer sur le Yellowstone. Son trajet est sur le Yellowstone. Donc il faut s'attendre effectivement à des soucis concernant ce volcan. Ce qu'il faut rappeler aussi,
Et ça, il y a quelqu'un qui a écrit et je vous invite à lire son livre, hein, c'est Anton Parks, pour ceux qui connaissent. Il a écrit un des derniers ouvrages qu'il a écrit, c'est le livre de Nouréa, qui m'a dédicacé personnellement, donc ouais, je suis très content d'avoir ce livre. Et dans le livre de Nouréa, il explique qu'il y a 300 millions d'années, les civilisations extrêmement avancées, qui étaient une civilisation reptilienne, hein, ils ont, même s'ils avaient ce niveau d'avancement, ce niveau technologique, parce qu'en fait, ils sont venus coloniser le système solaire après, mais ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont été à la ruine de leur civilisation. Pourquoi? Parce que il y a un mécanisme simple qui existait déjà il y a 300 millions d'années et qui existe et qu'on le vit aujourd'hui sur la planète, c'est que autour de la planète, il y a des égrégores. Les égrégores, c'est la somme des pensées de chaque individu. Donc, il y a des égrégores de peur, des égrégores d'agressivité, etc. Donc, ça veut dire que l'être humain, tant il sera dans des basses vibrations, avec des émotions de peur, des émotions d'angoisse, enfin des émotions négatives, ça veut dire que ça va conditionner, ça va se combiner avec les événements cosmotelluriques. Et ça pourra aggraver la situation de l'humanité. Donc, d'où l'importance, effectivement, de recevoir les messages, parce il y a des contactés, il y a eu par le passé des contactés, comme Bernard de Montréal, c'est un contacté, Aurélia Jones, c'est un contacté. Aujourd'hui, il y a des contactés en France et ailleurs qui reçoivent des messages qui sont en contact avec les peuples de l'Agartha, qui sont en contact avec les peuples des étoiles. Et ce message, c'est quoi? C'est qu'on a besoin d'un soin holistique quantique pour l'humanité et pour la planète. Donc ça veut dire que chacun de vous qui nous écoutez en ce moment-là, vous avez une responsabilité parce que tout ce que vous pensez, vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres multidimensionnels et des créateurs. Donc vous créez la réalité, on co-crée la réalité. Donc c'est important d'élever d'avoir des émotions positives et d'élever son niveau vibratoire et pour pouvoir également recevoir et mettre en œuvre des informations et des technologies qui vont permettre à l'accélération de l'évolution des consciences et de l'humanité. Exactement, exactement. Et tu fais très bien de préciser ça. Et parce qu'en plus, c'est très important. Parce que comme il l'a dit Gis, l'éclipse en question, bon, comme vous le savez tous sens, hein, toute planète vivant dans le système solaire émet des ondes et des énergies. Comme il l'a dit Gis, plus sur Terre vous aurez d'énergie négative que les reptiliens ont apporté, plus en fait ça va aggraver la situation. Bien sûr, il est logique parce que le négatif attire le négatif, comme le positif attire le positif. Donc du coup, si vous mettez dans le positif et que vous élevez vos taux vibratoires, que vous soyez joyeux et tout le bazar, vous avez un taux élevé de chance que le volcan ne pète pas. C'est très important. Parce qu'en plus, ça passe dessus. Donc le soleil, lui, il va envoyer sa sauce, hein, comme d'habitude. Sauf que la sauce va être envoyée au-dessus du Yellowstone. Donc, à nous de jouer pour que ça pète pas. Donc, il faut s'élever spirituellement. Il faut justement être plus joyeux, aller dans le positif, toujours être positif. Et là, à partir de là, on aura moins de galères à traverser ces événements comme celui-là d'ailleurs. Oui, juste pour dire également, c'est que aujourd'hui, nous vivons la période de l'apocalypse et l'humanité n'a jamais été aussi exposée aux deux extrêmes. C'est-à-dire que on a d'un côté un extrême où on va à l'extinction de la race. L'extinction de la race, c'est très facile, hein, c'est une arme bactériologique très puissante, ou un conflit nucléaire, ou le Yellowstone, voilà, qui se réveille. Ça, c'est le cas pire. Ou on a une superbe évolution de conscience où il y a des êtres humains, et on sait très bien il y a une formule, hein, il suffit qu'il y ait 1% de la population mondiale qui ait cet éveil de conscience et qui fasse ce saut quantique de la conscience pour que ça réveille l'ensemble du restant de l'humanité. Et à ce moment-là, l'humanité tout entière, c'est-à-dire que même si les travailleurs de lumière ne sont pas très nombreux, mais il suffit qu'on atteigne une masse critique. Alors je crois que c'est racine carrée de la masse des 7 milliards d'individus divisé par 100, je crois. C'est quelque chose comme ça. Enfin, il y a une formule qui est calculée, qui a été donnée par Greg Braden. Et il suffit qu'il y ait cette masse critique d'atteinte pour que les travailleurs de lumière, ils arrivent à faire basculer la conscience collective dans des émotions positives et à un niveau vibratoire élevé.
pour qu'on puisse qu'on puisse atteindre l'âge d'or pour l'humanité. Exactement, exactement. Donc, voilà les gens, vous savez ce qu'il y a. En plus, quand on vous dit tout le temps que les élections, c'est pas du tout important. Ce qui est le plus important, c'est des événements comme celui-là, des éclipses, des énergies avec bien sûr, un ordre super droit avec toutes les autres planètes, etc., ou une éruption solaire, ou l'éveil d'un volcan, etc. C'est plus important que la vie de tous les jours. Parce que si ça pète, et bah, là, il n'y a plus personne. Donc justement, là est encore un point essentiel. Avant août, si tout le monde s'éveille, même si on n'est pas beaucoup comme l'a expliqué Gis, et ben même si vous n'êtes pas beaucoup, si vous êtes tiré vers le haut, et ben vous allez tirer vers le haut, c'est-à-dire vers le positif, tout le monde. Ça marche comme ça. Et en plus, c'est très important. Pourquoi? Parce que du coup, et ben, ça va changer le monde. Ah oui, aujourd'hui, on est dans un monde en transition. Avant, c'était négatif à fond. Là, on est dans un monde en transition. Il y a des gens positifs et des gens négatifs. Heureusement pour nous, les gens positifs sont de plus en plus nombreux. Et si on atteint un nombre assez important, comme l'a dit Gis, et que du coup, on arrive à faire la règle des 100 singes, c'est-à-dire qu'au bout du centième singe, tout le monde va faire pareil, tout le monde va évoluer dans le positif, on va connaître ce fameux âge d'or qu'on va avoir, et du coup, là, ça va être l'abondance à fond, ça va être un truc super bien, mais il faut vraiment travailler là-dessus, et c'est tout de suite que ça se passe. C'est pas dans demain, dans 4 ans, c'est tout de suite. La théorie du centième singe, ben ça, j'y crois. Pourquoi? Parce que il y a 20 ans en arrière, quand on parlait du bio, ben, très peu de gens croyaient au bio. Quand on regarde aujourd'hui, ben, dans les grandes villes, dans chaque coin de rue, vous avez un magasin de bio. Où j'ai été assez surpris, c'est quand j'étais ces 2 dernières années 2 fois aux États-Unis, et j'étais assez surpris de voir dans les coins de rue de New York des magasins de bio, les Américains qui se sont mis au bio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience collective est en marche. C'est-à-dire que l'être humain, il prend conscience que il a négligé, il a beaucoup négligé la planète depuis la révolution industrielle. Hein. On a été égoïste, on a pensé qu'à notre bien-être, notre confort, tout en polluant la planète, en massacrant la planète. Ben aujourd'hui, il est temps d'inverser la tendance. Et de plus en plus de gens ben, prennent conscience qu'effectivement, ils doivent faire quelque chose pour améliorer la vie sur cette planète et prendre soin également de notre planète. Exactement, et c'est d'ailleurs très important de prendre soin de sa maison, parce que si la maison est crade, là, c'est la ruine. Donc c'est hyper important. Voilà. Euh, on pourrait dire quelque chose d'autre sur l'Agartha? Oui, ce que je pourrais dire sur l'Agartha, c'est que pour ceux que ça intéresse, je donne deux noms. Il y a Aurelia Jones qui a écrit des ouvrages, Aurelia Jones. Il y a Nathalie Chintanavich et il y a Yann Lipnik qui a écrit. Voilà, donc déjà on peut chercher. Ensuite sur Internet, il y a quelques conférences. Bernard de Montréal, il a fait beaucoup de conférences mais privées. Mais vous pouvez trouver donc une conférence qui s'appelle Agartha et Shambhala. Voilà. Donc là également, alors ce que je peux dire également, c'est que les Tibétains ont été en contact, alors, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à l'époque des nazis, Hitler, il avait envoyé une délégation rencontrer des moines tibétains qui les avaient mis en contact avec l'Agartha. Donc voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'au Tibet, je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont en contact avec l'Agartha. Euh, Ce qu'il y a, c'est que ce qui est important pour nous aujourd'hui, quel que soit l'endroit, je pense qu'il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de fantasmer et de vouloir faire des voyages, d'aller à des milliers de kilomètres, etc. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller dans son cœur et explorer donc les techniques de méditation et de rentrer en contact avec soi-même, avec la partie de nous-mêmes, parce que nous avons alors il serait bon de faire un schéma, mais nous avons une partie agarthienne en nous, nous avons une partie stellaire en nous. Donc l'idée, c'est ça, c'est de contacter cette partie en nous et de lui demander de travailler avec nous. Et ensuite, nous allons créer des synchronicités qui vont faire que petit à petit, physiquement,
on va être en contact avec cette civilisation, ce peuple de l'Agartha. Parce qu'ils peuvent se manifester, à n'importe quel moment. La seule chose, c'est est-ce qu'on est prêt? Parce que le jour où on voit, moi j'ai eu l'expérience de gens qui m'ont raconté au Mont-Bougarache, ils ont vu des Agarthiens, il y a une personne qui avait quelqu'un de l'Agartha, mais il a eu peur. Donc la lettre de l'Agartha, il est reparti. Donc est-ce que nous sommes prêts au contact physique? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à collaborer, à travailler avec le peuple de l'Agartha pour justement préparer l'âge d'or? Exactement. Et j'espère, je pense d'ailleurs que la réponse, de plus en plus, si on avance dans le temps, je pense que la réponse sera oui. Bien sûr, ils n'ont pas hésité, ce système, à nous faire montrer ça par diverses pubs, par divers moyens scolaires, etc. Bah, pour dire qu'en fait, la différence, ça, on s'en fout. Donc voilà, c'est vraiment pour conclure ça. Restons positifs. Il faut faire que du positif. Élevez votre taux vibratoire, élevez-vous spirituellement, recontactez-vous en vous-même, en vos corps plus subtils. À partir de là, vous pourrez faire des prouesses énormes, des choses dont avant vous imaginerez même pas que vous auriez fait ça, et qu'aujourd'hui vous pourrez le faire à un moment que vous voulez. C'est comme ça en fait. Voilà. Juste une dernière chose également, donc chez les druides, il y avait, par exemple, quand il y a les dolmens, les pièces, les pierres levées et les pierres couchées, en fait, c'était positionné sur des vortex. Et donc, effectivement, on peut, en conscience, s'allonger dans des vortex ou se mettre en position de méditation et voyager avec une partie de nous-mêmes, hein, la partie non physique de nous-mêmes, on peut aussi rentrer en contact avec ces civilisations-là. Mais là, je conseille d'être guidé, entouré avec des personnes qui sont expérimentées. Exactement. Et qui ont l'habitude de ça, c'est sûr. Voilà le sujet. On va passer aux questions, hein. Donc tout le monde pourra répondre aux questions, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de problème. On a encore assez de temps. On va vraiment répondre, enfin du moins essayer de répondre à toutes les questions. Alors, première question qui nous vient d'Axel Nilsson qui nous dit l'amiral Byrd a-t-il vraiment visité l'Agartha? euh, Non, je ne pense pas. T'as reçu des infos là-dessus, Gis? Euh, je- pour moi, quand tu regardes ces récits, il était en contact. Alors, je ne sais pas s'il était dans l'Agartha, au cœur de l'Agartha, mais il donne des récits qu'il était en contact avec des membres de l'Agartha. Voilà, c'est ce que j'ai comme information. Ouais, d'accord, ouais, parce que oui. Mais après, oui, est-ce qu'il a été dans la Gartha? Ça, c'est une autre question encore. Oui, parce que je pense que après, il y a le souci de je dirais, le souci énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es en contact avec des êtres d'une civilisation très très évoluée, le fait de rentrer en contact physique, si on n'a pas le même niveau vibratoire, ça peut faire des décharges électriques, ça peut faire des décharges énergétiques. Donc peut-être que c'était pas, je pense que c'était pas parce qu'on voulait pas l'amener au cœur de l'Agartha, mais peut-être qu'il n'était pas préparé au niveau vibratoire et énergétique et au niveau et son niveau de conscience également. Voilà, donc je pense que pour pénétrer ces mondes-là, il faut être préparé au niveau de la conscience, au niveau de son énergie, au niveau de sa vibration. Bien sûr, oui, oui. Donc, non, on pense pas. D'ailleurs, petite astuce aussi également. Notre ami GG, eh ben, il a voulu une fois aller dans la Gartha. Sachez il voyage en 6D, donc en mental, et il pouvait pas rentrer parce qu'il n'était pas encore assez élevé. Voilà. Oui, pour info également, quelqu'un comme Bernard de Montréal, il a été en contact, il est allé, et lui c'est pareil. Donc Bernard, il y allait avec son double éthérique. Donc pareil, comme tu dis en 6D, quoi. Voilà, il n'y allait pas physiquement. Voilà. C'est ça. Mais du coup, bon, Gérard, c'était encore une autre histoire parce qu'il avait pas accès, mais sinon, en mental, il pouvait y aller. Il pouvait aller dedans. Donc, voilà, c'est par rapport au niveau vibratoire. Prochaine question. Alors, bonjour tout le monde au passage, hein, pour les commentaires. Prochaine question qui est de Domino et qui nous dit est-ce que l'Agartha ressemble à Hang Soon Dong?
C'est une grotte, une énorme grotte au Vietnam, en fait. Alors, pour te faire une idée, oui, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait, en partie. Oui, Gis, tu... Non, non, je connaissais pas cette grotte, donc je découvre et j'irai regarder. Mais peut-être aussi que cette grotte aussi pourrait mener à l'Agartha également, peut-être. Oui, bien sûr, parce qu'on on vous l'a pas dit, mais pour répondre justement à la question, c'est très cool. Il y a plein d'entrées, énormément d'entrées. Alors, les principaux pays où il y a des entrées pour visiteurs, eh ben ouais, hein, il n'y a pas que non plus les militaires, il y a des entrées pour visiteurs. Alors, là où vous pouvez visiter justement ces entrées-là, c'est principalement en Chine. Bon, il faut acheter un visa, hein, ça c'est autre chose. Mais vous avez la Chine, après vous avez le Brésil, avec dans les Amazones, bien sûr. Vous avez la Mongolie, juste au-dessus de la Chine et en dessous de la Russie. L'Australie. Vous en avez aussi en France, en Italie, et pour couronner le tout, en Égypte aussi. Voilà, ça c'est les entrées principaux. Oui, pour vous dire également, dans la littérature et l'histoire, quand on regarde le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, on se demanderait est-ce que Jules Verne n'a pas été également en contact avec des êtres de l'Agartha? Et oui, puisqu'en plus dans son truc, il le décrit super bien. C'est ça en plus. Non, et puis en plus, c'est encore tout ça. C'est vraiment bien parce que c'est subtil et il le dit vraiment, il décrit vraiment comment c'est dans la carta, avec quelles plantes, les animaux, l'air, tout ça, il le décrit vraiment très bien, Jules Verne. Et puis, on va pas se le cacher, il était très en avance sur son temps. Donc oui, c'est vrai qu'il est peut-être possible qu'il y soit allé, c'est vrai. C'est pas écarté. Donc voilà, prochaine question alors pour répondre à Nana Moumou, parce qu'elle nous demande pourquoi il n'y a-t-il plus Gérard, ne vous inquiétez pas, sur cette vidéo et la vidéo suivante, il ne sera pas là, mais à partir du 15 mai, il va être là. Bien sûr, il est en conférence, il est en déplacement, il a beaucoup de choses à faire. Le 15 mai, Gérard revient. Donc prochaine question, excusez-moi. Prochaine question qui nous vient de qui? Et en Agartha, sont-ils de la même densité que nous? Alors oui, non, il n'est pas dans la même densité. En moyenne, c'est de la huitième densité. Le minimum, je pense que ça doit être la sixième densité. T'as des infos là-dessus, Gis? Non, non, ils sont pas de même densité. Ce qu'il faut voir, c'est ils sont on l'a déjà dit, ils sont dans un niveau vibratoire très élevé, un niveau énergétique très élevé, donc ils peuvent pas être dans la même 3D que nous. Mais ils peuvent se superposer à notre 3D, bien sûr, et ils peuvent se rendre visibles à nous, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, c'est une question de densité, tout ça, bien sûr. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment c'est de la grande densité, quoi. Il faut s'adapter. Prochaine question qui nous vient de Tracy Tracy et qui nous demande c'est quoi Shambhala? Alors Shambhala c'est très divers, hein. Alors à la fois Shambhala c'est dans la culture indienne bien sûr. C'est énormément de choses, mais ça peut être aussi une ville dans l'Agartha. Oui, Oui, pour répondre, alors, Shambhala, effectivement, alors ça, je reprends un peu les références de Bernard de Montréal. Bernard nous dit que Shambhala serait le gouvernement de l'Agartha. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y aurait plusieurs Shambhala qui seraient des Shambhala galactiques et intergalactiques, donc des gouvernements galactiques et intergalactiques. Je vais juste lâcher un nom, par exemple, qui se dit, et bon ça, je ne pense pas que vous pourrez le vérifier, mais bon, je vous donne pour info, simplement. Il semblerait, par exemple, que notre galaxie serait divisée en 4 secteurs. Et nous, donc, nous sommes dans le secteur, le système solaire est dans le bras d'Orion, et ce secteur serait gouverné par un individu qui s'appellerait Arak le Grand. Et il semblerait, donc, d'après Bernard de Montréal, que le responsable de notre galaxie serait le Christ, et en fait le Christ cosmique, qui serait l'être le plus évolué de notre galaxie. Donc ça, c'est une conférence de Bernard. Donc si il existe, et donc ça veut dire que Shambhala, ce sont les êtres les plus évolués de l'Agartha et les plus sages,
les plus avancés spirituellement, et qu'il y aurait plusieurs cités Shambhala dans l'univers. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, comme il y a des gens qui se font initier au Reiki, il y a des gens qui se sont fait initier depuis les années 90 à Shambhala. Donc, c'est-à-dire que quand on est initié à Shambhala, on reçoit 352 symboles ou des lettres de feu. Donc, et on réactive les 13 brins de l'ADN. Et on peut être connecté effectivement à ces cités, Et pour vous donner la référence, alors aujourd'hui Shambhala, si vous cherchez sur Internet, ça s'appelle plus Shambhala, ça s'appelle New Paradigm, puisque je crois qu'aux États-Unis, il y a eu, je crois qu'il y a une société qui avait déposé ce nom avant Alibaba. Alors Shambhala a été créé par Alibaba. Alibaba, c'est un Écossais qui, à 13 ans, dialoguait avec des aides de l'Agartha, de Shambhala, il y avait des ovnis qui arrivaient près de sa maison, etc., etc. Et après, il a créé donc ce mouvement qui s'appelle Shambhala. Et quand on se fait initier Shambhala, c'est comme pour le Reiki. Donc, on reçoit des symboles, on reçoit des couleurs, on active ses brins d'ADN et ça permet de prodiguer, de donner des soins soit pour déparasiter les gens de virus énergétiques ou de virus psychiques, ou soit pour les guérir de maladies physiques. Exactement. Oui, j'avais entendu parler d'ailleurs, j'avais lu un truc. C'est vrai que j'avais entendu parler de la capitale Shambhala, donc effectivement, merci de la précision. Et puis du coup, en fait, si on reprend la logique de Bernard de Montréal, ça voudrait dire donc qu'il y a un Shambhala dans l'Agartha, qui serait la capitale. Et en fait, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs capitales un peu partout, et que toutes les capitales reliées, eh ben, ça se communique. En gros, c'est un peu comme Internet, le réseau. C'est exactement ça. Il y aura un Internet galactique. Exactement. Voilà, ouais. Donc c'est encore une fois hyper bien fait et ça n'a pas demandé 2 années pour le construire en plus. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Enfin, on espère avoir répondu à ta question. Prochaine question. Alors oui, restons dans le positif pour les commentaires, bien sûr. Haute vibration, élevez-vous spirituellement, etc. Euh, Prochaine question de Tracy Tracy. Euh, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est réellement possible pour le Yellowstone, l'éclipse solaire? En fait, je pense, on doit parler de ça, etc., parce que là, c'est pas précisé. Alors oui, si c'est pour parler de tout ça, oui, c'est vraiment précisé, hein. Tu peux te renseigner sur les scientifiques, sur le calendrier solaire, etc. Tu as vraiment une éclipse solaire. Après, comme vous le savez, tout astre a son énergie. Même le plus petit, le tout crapaud, il a son énergie. Donc après, chacun le diffuse autrement, etc. Après, si c'est pour l'Agartha, oui, tout ce qu'on vient de dire, c'est entièrement vrai. Tu peux le voir sur Internet, il n'y a pas de problème. Tu peux aller voir des gens comme Bernard de Montréal, comme notre ami a cité, des références, certaines références. Et tu as des livres aussi qui parlent indirectement, un peu comme Jules Verne, qui parlent indirectement de l'Agartha. Voilà, il y a beaucoup de genres et beaucoup de références dans ce truc-là. Pop, pop. Prochaine question de Evin. Est-ce que l'on peut avoir des contacts par les rêves? Oui, oui, oui. En fait, c'est encore une fois, tout est une question de densité. Plus que tu vas t'élever en densité et que ton contact, donc ton communicant qui va justement communiquer avec toi dans tes rêves, s'il est au même taux vibratoire ou quasiment un ou deux taux vibratoires au-dessus ou en dessous, eh ben, tu vas communiquer avec lui. Dans ton rêve, bien sûr, parce qu'en fait, ton rêve, c'est le corps astral. Voilà. Donc, oui, on peut communiquer dans les rêves et tout. Bah, c'est d'ailleurs une des capacités de l'homme. De l'humain, je veux dire. Parce que la femme aussi, l'enfant, il l'a. Donc, c'est de l'humain. Juste pour vous informer, il existe également, donc vous pourrez trouver facilement également, il existe des techniques de méditation à pratiquer avant d'aller dormir, avant d'aller se coucher, qui permet ça veut dire que quand on va dormir, en fait, on va se séparer de son double, et ça, j'en ai fait régulièrement l'expérience, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le corps physique, il dort profondément, mais on dort pas. Nous, on dort pas. Notre double, il voyage, il rencontre des gens, il reçoit des infos et tout ça. Et ce qui est, je dirais, inexplicable, extraordinaire, c'est qu'on se réveille le matin, on va travailler, voilà,
et on n'est pas fatigué. C'est que le corps, il a bien récupéré, mais on a vécu une autre vie dans la nuit et on a été en contact avec d'autres civilisations, d'autres univers, etc., etc. Sachant qu'aujourd'hui, les autres univers sont clairement expliqués par la mécanique quantique, hein, quand on parle des espaces-temps différents. Je vous invite à lire le livre La physique de la conscience, hein, de Philippe Guillemot, qui explique ça très bien. Oui, 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 il y a beaucoup, hein, beaucoup de références, faut pas croire, hein, des sujets comme ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Bah, mine de rien, si on fait ses propres recherches, il y a beaucoup de références, hein, il y a énormément de gens qui en parlent, mine de rien. Donc oui, oui, c'est beaucoup de livres, beaucoup d'audios, de conférences, etc. sur ce sujet. Ça manque pas, hein, ça manque pas. Donc ouais, c'est ça en fait. Alors, prochaine question qui nous vient de Evelyne. Alors, je vais répondre directement à ces deux questions. Enfin, on va répondre plutôt à ces deux questions. Alors, première question, est-ce que dans une de nos vies, on a pu être ces êtres? Et deuxième question, s'ils sont sur la même planète que nous, est-ce qu'ils nous aident pour aller vers un monde meilleur? Alors, pour répondre à ta première question, seul toi le sais, si pour te rappeler de tes vies, seul toi le sais, on ne peut pas savoir à ta place. Et Oui, oui, vas-y. oui, oui, mais très bonne question, très bonne question. On n'est pas sur Terre par hasard à cette époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un talent avec les cristaux, par exemple, vous avez développé certains talents et vous ne savez pas pourquoi, eh ben, si ça se trouve, vous avez peut-être vécu il y a très longtemps chez les Lémuriens, il y a très longtemps chez les Atlantes, et que, en fait, vous êtes revenu sur Terre pour accomplir une mission et que vous avez tous ces talents, tout ce savoir en vous qui n'est pas encore révélé et qui sera révélé au moment venu, tant que vous n'avez pas trouvé votre chemin de vie et votre raison d'être. Donc ça, pour le retrouver, ben, soit vous avez l'information par des rêves, ou vous pouvez faire des régressions, vous pouvez redécouvrir vos vies antérieures. Donc oui, bien sûr, la réponse est oui. Peut-être que vous avez déjà peut-être vécu il y a très longtemps dans une civilisation très très avancée. Bien sûr. Oui, bien sûr, bah, tout est possible, hein. Après, il suffit juste de se rappeler de ça. C'est clair. Et du coup, oui, pour répondre à la deuxième question, c'est du coup, si on est tous sur la même planète, est-ce que les gens dans la Gartha nous aident à aller vers un monde meilleur? Justement, comme on l'a détaillé dans la vidéo, oui, on peut être en communication avec eux et en plus, ils sont partants pour nous aider à fond à nous aller vers ce qu'on appelle l'âge d'or. Donc oui, ils nous aident à leur sauce, bien sûr, à leur échelle, mais ils nous aident. Après, à nous, les humains, de nous impliquer aussi là-dedans, parce que c'est aussi notre maison. Euh, tu veux compléter là-dessus, Oui, Gilles? oui, oui, l'âge d'or, simplement pour dire que l'âge d'or, c'est pas c'est pas les Agarthiens ou c'est pas le peuple des étoiles qui vont faire les choses à notre place. C'est à nous, hommes et femmes sur Terre aujourd'hui, euh, ici et maintenant, à prendre notre destin en main et à faire ce qu'il faut. Et pour faire ce qu'il faut, on n'a pas besoin de descendre dans les rues, on n'a pas besoin. Il faut faire un travail en conscience et en taux vibratoire et en méditation. Ça suffit. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, on va agir, qu'on va pouvoir permettre à ces civilisations extrêmement avancées de se manifester dans la 3D, qu'ils viennent de sous la Terre ou qu'ils viennent des étoiles. Exactement, exactement. Tout est onde et vibration, et seul le niveau spirituel compte. Pas besoin d'aller dans la rue manifester ou de gueuler après ton patron. Tu lui donnes de l'amour, hop, il va t'en redonner un après. C'est juste une question de temps. C'est quand même. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Du coup, là, ah oui, il y a une des questions. Alors, c'est Lucie d'Esprit qui nous dit qui nous demande si en fait Telos est une ville de Shambhala. Telos, c'est une ville de l'Agartha. C'est Aurelia Jones. C'est mentionné dans le livre d'Aurelia Jones. Voilà. D'accord, ok. Et on a oublié de parler également du mont Shasta aux États-Unis, qui est Oui, connecté directement à l'Agartha, bien sûr. oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de lieux qui sont connectés, beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs, pour répondre d'ailleurs à la deuxième question de Domino, parce que la question de Domino nous précise pourquoi les Tibétains
ont le droit de visiter ou d'aller dans l'Agartha? Bah, tout simplement parce qu'en Chine, il y a énormément de galeries et énormément d'entrées. Un peu partout, hein, mais pour le pays, c'est le pays qui a le plus d'entrées dans le monde pour l'Agartha. Voilà. Mais après, il y en a partout, bien sûr, hein. C'est évident. Mais il y a aussi le système des montagnes, hein, aussi, parce qu'ils sont dans l'Himalaya au Tibet. Donc ça joue aussi, hein, ça joue beaucoup, les montagnes. T'as entendu des trucs là-dessus? Ben oui, je te dis, comment dire, les Tibétains, je te l'ai dit tout à l'heure, les Tibétains, ils ont accès. Et dans l'histoire du Mans de Boussédji, alors je me rappelle plus du nom, il faudrait retrouver le nom hein, du roman qui a été écrit. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur le mont. Enfin, vous cherchez sur Internet le mont Boussédji et vous verrez, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits. Et dans un des ouvrages qui a été écrit, celui qui a divulgué l'histoire du mont Boussédji, en fait, donc c'est quelqu'un qui avait été recruté par les services secrets de Ceausescu. Pourquoi il a été recruté? Parce que, en fait, à l'époque, dans les années 80, je crois que le gouvernement roumain, il essayait de repérer dans toutes les écoles les petits gamins qui avaient des talents particuliers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce gamin, dont j'oublie le nom, bien sûr, mais j'ai retenu l'histoire, ce gamin, en fait, il se mettait en les jambes croisées chez lui. Et ses parents, quand les parents venaient le voir dans sa chambre qu'il passe à table, les parents le voyaient léviter au-dessus de son lit. Voilà, par exemple. Donc, les parents ont prévenu le gouvernement roumain. Et le gouvernement roumain, en fait, lui ont mis un instructeur. Et comme par hasard, cet instructeur, c'était un Tibétain. Voilà. Donc, ça veut dire que bien, que ce soit les Allemands sous l'Allemagne nazie ou dans les pays de l'Est, donc là, en l'occurrence, donc le gouvernement roumain, ils étaient en contact avec des Tibétains ces Tibétains-là étaient en contact avec je dirais, des réalités interdimensionnelles. Et donc, il faut savoir que ce jeune, en fait, il a été donc élevé par le tibétain. Et donc, ça vous avez retrouvé sur Internet. Enfin, si je te donnerai, Nicolas, après les références, parce que je ne les ai pas en tête, mais je les ai stockées quelque part là. Donc, il a été formé par le tibétain et le responsable des services secrets du général Ceausescu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été connectés au niveau télépathique. Ils ont eu les mêmes rêves tous les deux. Et dans leurs rêves, ils ont rêvé qu'ils devaient rencontrer l'équipe. Parce qu'en Roumanie, il y a un grand moine qui est l'équivalent de Padre Pio. Alors, j'oublie le nom de ce moine, c'est un moine roumain. Et tous les deux, ils ont eu pendant plusieurs jours le même rêve. Ils ne parlaient pas entre eux, puis un jour, ils en ont parlé, et ils ont dit, bon, ben, comme on a eu le même rêve, on va rencontrer ce moine. Et donc, ils ont rencontré le moine. Et là, le moine leur a prédit qu'il y aurait une grande découverte de fête dans le pays, mais qu'il ne fallait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Et effectivement, il y a eu la découverte, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois ce sont les Américains, je crois, ils ont découvert une structure bizarre dans le mont Boussédji. Et cette structure bizarre, en fait, ils ont demandé, ils n'ont même pas informé le gouvernement roumain, ils sont passés directement par les services secrets roumains pour leur demander une expédition secrète. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Domenici, qui était un responsable de la franc-maçonnerie internationale, un responsable italien. Et Domenici a essayé d'amadouer le jeune pour essayer de le mettre dans sa poche. Et là, le jeune a compris qu'il allait rentrer sous la domination de quelqu'un de malveillant. Voilà. Et finalement, donc, ils ont été pour accéder au site du Mont Boussédji. Et quand ils étaient accédés avec les forces les forces armées, en fait, ce Mont Boussédji, en fait, il était protégé. Donc, les civilisations anciennes qui avaient créé ce site avaient mis des barrières de protection. Donc, les gens de l'armée, en fait, il y a eu pas mal, au moins une dizaine, une vingtaine de militaires qui sont morts. Et en fait, c'est le jeune là, le jeune roumain surdoué, en fait, qui a pu passer les barrières. Et pourquoi? Parce que lui, il était neutre, il était sincère, il était honnête. Et les civilisations extrêmement avancées qui avaient mis ces barrières-là, ils voulaient s'assurer que seules des personnes honnêtes, sincères, de pureté de cœur pouvaient accéder et lever les barrières de protection pour accéder au site. Donc voilà. Est-ce que tu peux me rappeler le début de la question? Parce que du coup, je me suis j'étais un peu loin.
C'était le début de la question, c'était que je puisse pas perdre le fil. Oui, donc le début de la question, en fait, c'était par rapport à Telos et les gens qui étaient les Tibétains étaient plus proches de l'Agartha que tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour te dire que ben, dans cette histoire du Mambo Seji, je reviens, ben, c'était encore un Tibétain. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc effectivement, il y a des Tibétains. Et je pense qu'à Paris, tu sais que tu as, une forte communauté, enfin en France en général, tu as une forte communauté de bouddhistes tibétains. Et je pense qu'à l'intérieur de cette communauté, il doit y avoir des Tibétains qui savent. Voilà. Parce que j'en ai rencontré quelques-uns et j'ai ressenti que voilà, ils avaient une connexion, effectivement. Voilà. Bah, ça m'étonne pas d'un côté, hein, ça m'étonne pas, hein. C'est pour ça qu'ils ont leur style de vie, donc ouais, ça m'étonne pas. C'est clair. Pour répondre alors à deux questions qui ont fait une, ont fusionné en fait. Question de Tracy Tracy qui nous dit comment ça se fait que les gens qui sont à la surface ne puissent pas s'en rendre compte qu'il y avait déjà avant qu'ils arrivent des gens en dessous, donc dans l'Agartha. Bah, en fait, c'est tout simplement le même principe, hein. C'est comme si tu avais un homme qui était dans sa grotte, là, d'accord? Il vit 50 ans sous la grotte. Et si personne va aller dans la grotte, le voir ou le chercher, etc., bah, personne va savoir qu'il y a un truc ici. Comme on ne sait même pas si ça se trouve à côté de chez nous ou dans notre sol, il y a des matières premières super énormes, du gaz, etc. Ça se trouve, il y en a, mais on ne sait pas encore. Encore une fois, c'est de la découverte. Et, excuse-moi, pour répondre à la deuxième question qui est comment on fait pour voir l'auto vibratoire. Alors justement, pour savoir si l'auto vibratoire est élevé, il y a, et il existe d'ailleurs sur Internet, vous pouvez l'imprimer chez vous, une chronologie de couleurs avec des numéros. Et du coup, en fait, plus qu'on est dans le rose, rouge, un truc comme ça, je pense, bah, tu l'agis en fait, ça. Le truc du taux vibratoire avec les couleurs, etc. Oui, oui, je l'ai. Quand on est dans le rouge, on est dans le physique. Alors attends, je vais essayer de le montrer. Je sais pas si. Attends. Voilà, c'est ça. Vous le voyez? Tu le vois? Ouais, je le vois, ouais. Voilà, c'est ça. Donc quand on est dans le rouge, on est dans le physique. Quand on est dans le jaune, on est dans l'énergétique. Quand on est dans le vert, on est dans l'émotionnel. Et quand on est dans le bleu, on monte de plus en plus dans les hautes vibrations spirituelles. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Ouais, bah écoute, merci. Et puis oui, voilà, donc encore une fois, il y a énormément d'outils qui existent pour savoir le taux vibratoire dans lequel on est. Sachant que pour les gens qui savent pas trop ou qui n'arrivent pas à trouver tous ces trucs-là et tout, comment les symptômes sont reconnus, c'est la positivité, le bonheur, la joie et bien sûr une meilleure vie que tu trouves de chez toi. Et puis, il y a aussi la connaissance qui va grandement. Donc voilà un peu, hein, c'est les symptômes, hein, entre guillemets. Mais oui, voilà, il existe plein d'outils, etc., pour le taux vibratoire, justement. Donc, pour tout ça. Dernière question qui nous vient d'Evin et qui nous dit comment on sait qu'on est en contact avec ces êtres de l'Agartha? Bah, justement, comme on l'expliquait, par les Tibétains, par des gens auxquels on a eu des affaires ou même des mystères, etc. Et tout. Voilà, il y a plein de gens, donc des Tibétains principalement, hein. Après, vous avez aussi des Égyptiens, un peu d'Italiens à côté. Vous avez des Brésiliens en Amazone aussi également. Enfin voilà, c'est tous les peuples et civilisations dites sauvages, parce que c'est ancienne, hein, et bah, ont cette connaissance grâce à un contact ou une visite qu'ils ont eue. Oui, Oui, mais simplement pour dire, aujourd'hui, à l'heure où on parle, hein, il y a des gens en France et dans d'autres pays qui sont également en contact avec les gens de l'Agartha et qui font un travail justement pour améliorer le sort de l'humanité, le sort de la planète. Il y a des méditations collectives qu'ils ont faites, etc. Dans ces méditations sont donnés des codes, sont donnés des protocoles, ces protocoles et ces codes sont donnés. Pour donner un exemple, hein, par exemple, il y a un protocole qui est donné en faisant le Ho'oponopono, je vous invite à découvrir ce que c'est sur Internet, mais on fait le Ho'oponopono, par exemple, avec des symboles.
et des symboles qui ne sont pas des symboles humains, des symboles qui sont donnés par les gens de l'Agartha, par exemple. Voilà. On médite sur ces symboles en faisant le Ponopono pour guérir l'humanité de toutes ces blessures émotionnelles, de tous les angoisses, les peurs, etc., pour purifier la conscience collective, pour purifier cet égrégore qui plane au-dessus de la planète et qui crée tous ces problèmes qu'on voit dans le comportement humain dans tous les pays. Oui, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas, parce que là on parle de la Carta, mais il y a aussi plein d'autres contacts hein, qui ont été faits aussi bien de l'extérieur qu'avec des civilisations sur Terre, mais autres que l'humain, ou des mystères technologiques, etc. Donc il y a vraiment plein, il y a grand matière à découvrir, et puis même juste à aller voir le peuple qui est juste à côté là, et voilà, ou même aller voir un Tibétain à Paris. Tu vas voir un Tibétain à Paris, tu lui demandes la question, puis ça se trouve, il va te parler ça comme s'il parlait d'une banane avec du chocolat, tu vois. Exactement. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir l'information, d'avoir l'ouverture d'esprit, et ensuite, naturellement, il va se créer des synchronicités, et naturellement, un jour, on fera l'expérience d'eux. Vous n'êtes pas obligé de nous croire, mais un jour, vous ferez vous-même l'expérience. Exactement. Avec de la positivité et surtout très important, une ouverture très très large d'esprit. Voilà, ton esprit qui est bien ouvert, qui réceptionne tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça aide dans la vie, hein, ça aide beaucoup, hein, au niveau aussi professionnel, ça aide beaucoup. Voilà. Avant de quitter, parce que là, il n'y a plus de questions, avant de quitter, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, simplement, je vous invite, vous qui nous écoutez, à être dans l'accueil, accueillez, accueillez votre futur qui existe déjà et accueillez un futur extraordinaire que vous avez jamais osé imaginer et où vous allez être en contact avec des civilisations, des êtres qui vont nous amener des connaissances, des sciences qui vont nous permettre vraiment de vivre une vie d'un confort qu'on n'a jamais imaginé, avec un raffinement qu'on n'a jamais imaginé, et peut-être également de faire des voyages dans des mondes qu'on n'a jamais imaginés. Voilà, des voyages très agréables. Oui, exactement. On peut avoir des surprises un jour, mais après, si on y est habitué, ça nous est banal, bien sûr. Ça nous est bien, bien banal. Donc, du coup, pour clôturer cette émission sur l'Agartha, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, bien sûr, de vous renseigner. Pour ceux qui ont encore des questions après l'émission, attendez encore un petit peu, juste 10 minutes, hein, ça va le faire. Puis ensuite, vous pourrez poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Là, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. On répondra à vos questions. On ira dans les commentaires à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'ai une notification sur mon YouTube, donc je vais répondre à vos commentaires. On va y répondre avec grand plaisir. On vous remercie grandement pour votre écoute sur l'émission Divulgation et Vérité sur l'Agartha. Je remercie notre ami Gis d'avoir participé. Et Merci à toi, Nicolas, de m'avoir invité. bah, je t'en prie, avec plaisir. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau Divulgation et Vérité, comme d'habitude, deuxième jour de la semaine, le lundi, 18h, 19h, heure de Paris. Et on se dit à très vite. Salut tout le monde!